Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec Benjamin Faraghi, un passionné de la première heure. Vous verrez, ça part dans tous les sens, mais c'est hyper intéressant. Benjamin a monté une boîte internet en 1995 et une société qui crée des blockchains privées, Spuro, en 2015. Autant vous dire, c'est quelqu'un qui a le regard tourné vers le futur et l'innovation. Il nous parle d'une blockchain qu'il a créée, qui est tout simplement la première blockchain privée de France. Et on s'intéresse notamment à 2 cas d'usage à impact qui reposent sur cette blockchain. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Antoine. Écoute, ce que je te propose, c'est pour commencer, classiquement, de te laisser te présenter et puis n'hésite pas à nous parler rapidement de l'ensemble de ton parcours, même avant d'arriver dans la blockchain. Très bien. Bien, vu mon âge avancé, tu te doutes bien que j'ai commencé dans l'informatique il y a quelques années. Donc, alors étrangement, j'ai commencé avec quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup, la programmation sur carte perforée. Pour les anciens informaticiens, ça veut dire quelque chose. Pour les jeunes, ça veut plus rien dire, puisqu'à part dans les musées, ils ont jamais vu ça. Bon, ceci dit, pendant les premières années de ma carrière professionnelle, puisqu'à l'époque, quand on sortait de l'école, il n'y avait pas d'informatique, hein. Donc j'ai fait mes formations, je dirais, dans des instituts spécialisés et sur le tas. Donc j'ai programmé sur toutes les premières machines qui ont vu le jour dans le domaine de l'informatique moderne. À l'époque, on travaillait que sur des disques. Et bien sûr, c'était l'arrivée des micro-ordinateurs. Au passage, une petite remarque quand même, le premier micro-ordinateur au monde, il est français, il s'appelle Micral. Enfin, il s'appelait Micral, parce que je pense que malheureusement, voilà. Et un système d'exploitation qui était concurrent de Unix, qui s'appelait Prolog. Et celui-là, il existe toujours. Donc on programmait, on faisait des programmes dans le domaine du textile, puisque moi j'habite à Troyes dans l'Aube. Il y a 40 ans, c'était la capitale du textile, donc on avait beaucoup d'entreprises textiles et on faisait beaucoup de programmes pour les suivis d'ateliers en production. Donc ça, c'était ma première partie donc de ma carrière professionnelle, où j'ai travaillé dans une société qui s'appelait Aube Informatique, où j'avais créé le département micro. Il y avait le département mainframe, le département mini, le département micro, et j'avais la responsabilité du département micro, en clair, des nouveautés qui arrivaient. Donc j'ai travaillé sur des AS400 et de la programmation. C'est ce que nous appelons dans le temps, pour les anciens informaticiens, on appelle ça des bandes ou des gamelles. C'était des grands disques qui ressemblaient à des bidons en quelque sorte, hein, donc vu de l'extérieur. Donc ça, c'était ma première phase. Quelques années après, j'ai créé une société d'une manière, je dirais, indépendante, qui travaillait toujours pareil, on travaillait avec le système d'exploitation Prolog, et on avait fait des payes, puisque nous avions un savoir-faire dans le secteur des payes. Une entreprise de 8 personnes qui travaillait pendant des années, on a travaillé sur ce schéma-là. Et à partir de là, est arrivé ce qui était assez fantastique, c'est-à-dire la partie concernant Internet, puisque dans les années 95, personne ne connaissait Internet, mais c'était quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Ouais. Et j'ai décidé de créer une autre société. Donc, je me suis séparé de mon associé qui faisait toujours des payes, et j'ai décidé de créer une autre société en 95, uniquement orientée Internet. Bon, à l'époque, on avait commencé bêtement, comme tout le monde, on était des webmasters, entre guillemets, on programmait en HTML, en JavaScript, et puis des requêtes SQL. Donc, on faisait des sites de communication. Donc, c'était très bien. Même si les gens ne comprenaient pas tout à fait ce que c'était Internet, pendant 3 ou 4 ans, on a commencé à faire des sites de communication. Puis après, je suis toujours resté dans la partie Internet, mais pas du front. Le front, c'est pas mon métier. Moi, je suis plutôt le moteur, la carrosserie, le design, la mise en place, l'interface homme-machine. C'est pas tout à fait mon cœur de métier. Donc, on a tout sous-traité. Nous sommes devenus des architectes dans les serveurs d'application, architecture entière. Ça va parler pour les gens qui sont dans le secteur informatique. Nous faisions plus que des très, très gros sites. On faisait plus de sites de communication, on intervenait uniquement des sites de e-commerce, et encore des sites de e-commerce très avancés, très lourds, dans le sens où beaucoup d'activités. Donc ça a duré, ça dure toujours. D'ailleurs, la société WCOM existe toujours, sauf que vu mon âge à peu près respectable, on va dire ça comme ça,
j'avais décidé de commencer à tout vendre et ça se passe très bien. D'ailleurs, c'était presque tout vendu. Sauf que mes clients traditionnels, la Caisse des dépôts, les banques, les grosses structures, puisque nous on urbanise des systèmes d'information, me demandaient des séminaires sur les nouveautés, du style l'ordinateur quantique, l'impression 3D, la blockchain, tous ces éléments qui sont des approches du système d'information, mais qui sont pas dans leur cœur de métier. Donc, je préparais des séminaires, puisque moi, je travaille beaucoup pour Capgemini Institut, je travaille beaucoup pour Segos, je travaille beaucoup pour IB Formation, où je fais d'ailleurs aujourd'hui toutes les formations blockchain. Donc, moralité, je leur faisais des séminaires de découverte de veille. C'était une fois par an, on se faisait plaisir en même temps, c'était des grosses assemblées. Puis, voilà. Donc, il y a 5 ans, maintenant, 2015, je suis tombé sur la blockchain et j'ai ressenti la même passion que ce que j'avais vécu en 95 lorsqu'Internet est arrivé. J'arrivais pas à expliquer le pourquoi, parce qu'en 95, j'arrivais pas à expliquer pourquoi j'avais changé de métier. Bon, après, on a compris. Mais là, j'ai la même démarche. C'est-à-dire, en 2015, je me suis dit, ça recommence. On va avoir 5 années de difficultés pour évangéliser, pour apprivoiser, ou pour avoir des crashs comme on est en train de le vivre aujourd'hui dans la partie crypto ou pas crypto. Donc, il va y avoir toute une démarche pour que les entreprises comprennent ce que c'est qu'un token, etc. Et j'ai décidé d'investir, de créer Spuro, qui est une nouvelle entreprise qui a vu le jour il y a 5 ans maintenant. On va fêter bientôt la 7e année, mais avec une stratégie bien précise. Avec une stratégie qu'on va essayer d'expliquer, c'est de faire un framework et de ne pas faire d'éléments concernant la crypto-monnaie, puisque mon objectif, c'est uniquement de faire des blockchains privées ou des blockchains consortium. Donc aujourd'hui, une société existe qui s'appelle Spuro, et nous avons implémenté, on verra tout à l'heure certainement, la première blockchain privée de France. Voilà un petit peu le parcours. Aujourd'hui, nous sommes 6 personnes et nous travaillons très bien. Je touche du bois, comme dirait l'autre, et tout va bien. Ok, énorme, beau parcours, félicitations. Merci. Ça m'amène une question en t'entendant parler des années 95 avec le début d'Internet. Souvent, on compare justement la maturité de l'univers blockchain et crypto à la maturité qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'Internet avant la bulle des années 2000. Et on fait souvent des parallèles, etc. Après, c'est vrai que pour les gens, on va dire, de ma génération, on peut pas vraiment savoir si c'est fondé ou si y a des différences notables qui nous feraient dire qu'en fait, on peut pas vraiment comparer ces deux choses-là parce qu'on l'a pas vraiment vécu. Enfin, du moins, on n'était pas dans le monde du travail, on va dire, on était peut-être adolescents, voire enfants. Toi qui étais déjà, dans le business et déjà entrepreneur à l'époque, qu'est-ce que tu penses de ce parallèle-là? Est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il y a des limites? Alors, pour ma part, il est complètement fondé. Si on prend les 4 familles d'usages qu'on rencontre dans ce que nous demandent les clients dans la blockchain, c'est-à-dire la famille des usages qu'on appelle traçabilité, valeur probatoire, signature électronique, qui est une famille d'usages pour nous, c'est pas vraiment fondé dans ce cas-là. Si tu prends la deuxième grande famille d'usages qu'on nous demande, les smart contracts, qui sont une automatisation de certaines tâches, là aussi, on pourrait dire, oui, ok, il y a une démarche différente, c'est décentralisé, mais c'est pas disruptif ou révolutionnaire, selon ma perception. Là où je pense que c'est archi fondé, mais plus que fondé, c'est les tokens non fongibles. C'est quand même la seule technologie au monde qui permet d'échanger un actif avec son sous-jacent qui a une certaine valeur entre une personne A et une personne B, enfin, entreprise ou personne, sans qu'on passe par un tiers de confiance, la banque, le notaire, l'État ou tout simplement un huissier, etc. Alors après, il y a le 4e usage. Bon, là, c'est un peu la même chose. C'est une variante du troisième usage, sauf que c'est en crypto-monnaie. Donc là, c'est encore un autre chapitre. Donc, si tu prends les 4 familles d'usages qui sont le cœur de ce qu'on appelle des implémentations blockchain, les 2 premières sont très intéressantes. Ça apporte une certaine forme de valeur ajoutée pour la valeur probatoire, pour la traçabilité alimentaire. Ce n'est pas tout à fait disruptif, alors que la 3e et la 4e phase sont complètement révolutionnaires. Et là, c'est là toute la difficulté pour expliquer aux entreprises quelle est la valeur ajoutée s'ils utilisent la technologie moi j'appelle la famille d'usage numéro 3, voire la famille d'usage numéro 4, qui sera encore pour plus loin. On va attendre que la crise se tasse. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens vraiment ça d'ailleurs. Si j'avais pas ressenti ça, c'est très simple, je ferai autre chose, quoi. C'est aussi simple que ça. Et il faut une passion pour rentrer là-dedans. Si on n'est pas passionné,
ça marche pas. C'est aussi simple que ça, parce qu'il faut le vivre, il faut le partager. Et on ne sait pas aujourd'hui encore. Tu sais, moi, quand j'ai démarré Internet et que je faisais du GIF animé, je sais pas si ça te parle, mais des images avec des liens, c'est un truc que tu n'as jamais vu peut-être. Mais on me disait, mais fais donc faire du PowerPoint, tu gagneras mieux ta vie, quoi. Hein. C'est à peu près ça qu'on me disait. Parce que les gens n'avaient pas perçu cette notion de partage en ligne, etc. Aujourd'hui, on est au même stade. Quand je fais des tokens, on se dit, ah oui, mais c'est la même chose que... Non, c'est pas la même chose que d'aller vendre des actions, par exemple, dans un schéma classique. Donc, pour répondre à ta question, je suis persuadé qu'on est exactement dans la même phase. Il faut bien comprendre. Pour moi, les premiers sites de commerce que j'avais fait dans les années 95, 96, 97, ça n'a jamais démarré. C'est-à-dire que ça a démarré une fois que la bulle a explosé et que nous, citoyens, en 2004, 2006, nous avons dit, ah, la carte bancaire, on peut l'utiliser sur Internet. Mais les gens qui avaient investi en sites de commerce dans les années 95 à 2000, avant que la bulle éclate parce qu'il y avait trop d'investissements, mais ils ont quand même appris des tas de choses et quand ça a décollé en 2005-2006, ils étaient les premiers et ils ont pris les parts de marché. On est à peu près à la même situation, c'est-à-dire les gens qui investissent aujourd'hui dans la technologie blockchain et qui n'ont pas tout à fait le retour sur investissement qu'on pourrait espérer aussi immédiatement, ils sont en train d'acquérir un savoir-faire, une expérience. S'ils ont les reins assez solides en trésorerie pour tenir après les catastrophes que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire ça va encore durer 2 ou 3 ans là, ils seront les premiers et ils seront présents sur le marché quand ça va décoller et que les gens vont comprendre. Donc vraiment, non, on peut faire un parallèle sans avoir d'inquiétude par rapport à ça. Ouais. C'est vrai qu'en regardant a posteriori, on se dit maintenant Internet c'est une évidence, mais finalement au démarrage, ça a mis quand même quelques années à vraiment devenir courant. C'est pareil, l'usage de la carte Internet, ça nous paraît totalement safe ou pas plus dangereux que de sortir dans la rue acheter sa baguette de pain, mais voilà, il y a eu quelques années pour qu'on en arrive à là et on est peut-être dans cette phase-là aussi effectivement. Complètement. Et ça a fallu quand même 10 ans, en 95 jusqu'à 2005 pratiquement avant qu'on démarre. Ouais. Donc voilà, on peut dire que la blockchain est arrivée grosso modo en France d'une manière assez intéressante vers 2015. Et on est à 3 ans encore, de 10 ans. Il va falloir atteindre 25 ou 26 pour que enfin on se dise il y a vraiment un élément disruptif là-dedans. Et je parle même pas de la crypto-monnaie, je parle que des NFT. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait aller dans la blockchain plus que finalement d'autres innovations sur lesquelles tu donnais ces fameux séminaires comme l'impression 3D ou l'ordinateur quantique? Alors c'est très simple, l'impression 3D, j'ai fait des séminaires dessus, j'ai failli créer une entreprise. D'ailleurs, un de mes collègues a créé une entreprise avec mon support, d'accord, donc et puis avec mon intervention. J'aurais pu aller dans la 3D, ça c'est une possibilité, oui, ça m'aurait passionné aussi. Le quantique c'était trop loin de mon savoir-faire intellectuel, parce que là on rentre dans les qubits et il faut quand même un peu plus de niveau, je dirais, de recherche que moi je n'ai pas, faut être clair. Donc c'est intéressant, mais il faut quand même que je puisse atteindre l'objectif. Donc et puis en plus, indépendamment de ça, il y avait quand même cette passion de la blockchain que j'ai en visibilité à long terme. Donc fallait choisir à un moment donné. Ceci dit, j'aurais pu aussi faire un centre de formation. Je pense que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Il y a aussi le solaire qui m'intéressait, tout ce qui est. Moi, je suis un fan des nouveautés. Je suis très en avance je suis en avance de temps par rapport à tout ce qui est nouveauté. Donc, j'ai écrit d'ailleurs un livre sur le solaire. Si tu regardes du Node, j'ai écrit une dizaine de livres dans ma vie, mais j'en ai écrit un sur le solaire. Donc, parce que ça me passionnait. Et j'avoue que j'ai fait des recherches. J'ai fait une tentative d'entreprise dans le secteur du solaire. Bon, j'étais pas assez mûr, puis je suis pas un électricien. Il y a des choses à savoir. Donc, du coup, c'est la blockchain qui a attiré mon attention. Ok, mais toujours le regard porté vers les innovations, effectivement. Écoute, je te propose de parler de l'entreprise justement que tu as créée dans la blockchain, Spuro. Donc tu es fondateur et CEO de Spuro, et également président de CashSecure. Ensuite, dans l'épisode, on parlera aussi donc de cas d'usage qui utilisent justement cette blockchain et qui sont des cas d'usage à impact. Il y en a 2 notamment qui m'intéressent, que j'ai identifiés. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler de la structuration entre Spuro et CashSecure? Tout à fait. Alors, Spuro, comme tu l'as évoqué, c'est la société que j'ai fondée, où pour le moment,
Je dis bien pour le moment, je suis actionnaire majoritaire, mais comme nous sommes en train de transformer l'augmentation de capital de Sporo et nous émettons des tokens, nous allons transformer Sporo dans DAO, donc une organisation décentralisée. Donc je pense que d'ici à peu près 5 à 6 mois, l'opération sera terminée. Et donc je serai plus tout à fait certainement majoritaire, puisque quand on est une DAO, on n'est pas sinon c'est plus une DAO hein, à ce moment-là. Voilà, parce qu'on veut la première expérience en France. Comme je t'ai dit, je suis toujours en termes de recherche d'innovation. Je veux mettre en place la première société en DAO, et je prends ma société pour commencer parce que c'est plus simple, les décisions vont aller plus vite. Alors ça c'est Sporo, et Sporo aujourd'hui est composé de six collaborateurs qui travaillent et qui sont tous des bons d'ailleurs au passage. Voilà, comme ça sera écrit. Donc voilà, je suis ravi de travailler avec eux, puis surtout que la moyenne d'âge est autour des 25 ans. Moi voilà, il y a un petit écart entre moi et les autres. Mais bon, tout ça se passe dans une bonne entente. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de Sporo parce que comme on sous-traite tout ce qui est design, etc., nous on s'occupe que du moteur. Alors indépendamment de ça, bien sûr, il faut gagner sa vie, donc je réponds aux appels d'offres que les sociétés mettent en place où je prospecte, ou nous prospectons. Les sociétés mettent en place pour faire des blockchains, puisque notre métier, on a une framework, on a un outil pour faire le parallèle. Très modestement, Hyperledger et l'outil framework d'IBM, EasySporo et l'outil framework de Sporo. Voilà, on n'est pas au même niveau, mais on a la même logique marketing. On n'est pas dans la crypto, on veut mettre en place un outil, une framework qui permet de déployer des blockchains. Donc voilà, ça c'est notre cœur de métier. Donc il se trouve qu'au cours des parcours des parcours de Sporo, on a rencontré deux groupements, un groupement qui s'appelle Caliac, qui réunit 80 études d'huissiers, enfin commissaires de justice aujourd'hui, et un groupement qui s'appelle Jessica, qui réunit 200 cabinets d'avocats. Avec leur tête des présidents qui sont assez visionnaires aussi, parce que il faut bien comprendre que pour convaincre les gens dans la blockchain, c'est pas évident, et en plus, nous sommes dans un secteur où on n'est pas non plus, la moyenne d'âge, c'est pas les geeks, hein, les huissiers et les avocats. Donc, il a fallu faire un travail de fond énorme pendant 1 an pour partager la vision et surtout pour partager les cas d'usage avec retour sur investissement. Ça, c'est important. Si dès le départ de la stratégie, avec ces deux entités, ces deux groupements, on a travaillé sur 3 axes. Usage interne pour commencer pour eux, retour sur investissement de ces usages, sinon ça n'a plus aucun intérêt, et puis bien sûr, ouverture vers les entreprises. Voilà les 3 axes sur lesquels on a travaillé. Donc il se trouve que on a réussi à trouver des partenaires à l'intérieur de ces entités, et il y a une nouvelle société qui a été créée qui s'appelle Cash Secure. Donc K pour Caliac, G pour Jessica et Secure pour Secure. Voilà, on n'a pas cherché au départ à faire du marketing dans le sens noble du terme, parce qu'on avait besoin d'usage interne. Et il se trouve que au cours des évolutions qui ont duré quand même à peu près 3 années, on a réussi à mettre en place cette blockchain au niveau technique avec notre framework, et puis bien sûr au niveau organisationnel avec la société Cash Secure, dont j'ai pris la présidence, de façon à pouvoir manager les choses correctement. Donc aujourd'hui, Cash Secure est la première blockchain privée de France avec plus de 40 nodes. Alors nodes, pour les gens qui ne savent pas, c'est des serveurs dédiés, hein, pour faire simple, hein, d'accord. Et nous sommes très en progression puisque tous les jours, nous avons 2 nouveaux acteurs, soit privés, soit semi-publics, qui viennent nous accompagner. D'ici fin 23, on devrait être pas loin de 100 nodes. Donc on va s'installer comme la première blockchain privée de France qu'on est déjà, et on pense que d'ici fin 24, on sera à peu près, au rythme où ça progresse, 200 nodes. Donc ce qui veut dire que on espère bien sûr que la technologie que j'ai mis en place va pouvoir répondre à ces besoins d'une manière certaine, et puis en même temps que la blockchain Cash Secure va intégrer de nouvelles entités et des nouveaux cas d'usage. Voilà un petit peu le schéma qui est en train de se passer. Ok. Donc le cas d'usage initialement de Cash Secure auprès des 2 entités que tu nous as mentionnées, c'était de faire quoi exactement? Alors il y avait 5 cas de sous-usage, si on peut parler. Il y avait l'usage de base. Alors l'usage de base, c'était bien sûr faire l'intégrité de tout document comme on le fait d'une manière classique sur les blockchains, de signer de ces documents-là, de pouvoir tout simplement prouver la traçabilité de ces documents. Et un cas d'usage spécifique qui est développé uniquement par notre blockchain, c'est qu'on archive les documents, alors qu'une blockchain normalement ne travaille pas en archivage.
Enfin, ça dépend des blockchains, mais des blockchains privées certainement, mais dans les blockchains publiques, l'archivage n'est pas lié à la blockchain directement. Donc ça, c'était, alors bien sûr, pouvoir envoyer des contrats pour les avocats aux clients, pouvoir envoyer des constats pour les huissiers aux clients. Tout ça, c'est quelque chose qui est homogame. Ça, c'était la première mission. Donc ça, on a installé. Puis après est arrivé une autre application qui s'appelle SecureMail. On s'est aperçu que quand on envoyait des mails importants, bah, ils disparaissaient dans la nature, ou alors le partenaire qui était de l'autre côté dit j'ai jamais reçu. Donc on a mis dans la blockchain une application de messagerie pour des messages importants, pas pour dire bonjour évidemment, et de façon à ce que la traçabilité soit gérée et l'accusé de réception soit horodaté. Donc ça, c'était des usages numéro un. C'est des choses qui peuvent servir, entre guillemets, au tribunal si besoin. Ah, complètement. Là, nous, en ce moment, nous sommes là, en ce moment même, là, on est le 18 novembre. Le 25, nous sommes dans le salon blockchain du ministère de l'Intérieur, qui se déroulera vendredi prochain. Donc, le vendredi 18, là, d'où nous sommes présents, où nous allons faire acte de témoignage pour montrer effectivement ces cas d'usage qui peuvent intéresser aussi bien le domaine public, les mairies, que les experts comptables, enfin tout le secteur qu'on appelle de la traçabilité de la valeur probatoire d'un document. Mmh. Alors nous avons... Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Non, pardon, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors nous avons maintenant, comme j'ai reformulé tout à l'heure, que la blockchain, il y avait 4 familles d'usages, hein. Pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que là, ce que l'on vient de partager ensemble, c'est la première famille d'usage. C'est tout ce qui est traçabilité, valeur probatoire, signature. La deuxième famille d'usage est maintenant, va être opérationnelle au mois de mars 23, puisqu'on vient de le lancer. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. La deuxième famille d'usage pour nous, c'est les smart contracts, donc les programmes automatisés. Et nous développons un espace pour ce qu'on appelle le social smart contract pour gérer les RSE. Alors le but, c'est effectivement d'accompagner les entreprises qui font du RSE, qu'ils puissent prouver que les RSE qu'ils font pour leurs collaborateurs ou pour l'extérieur sont quelque chose de visible, aussi bien par leur communication que par la communication de celui qui reçoit les résultats du RSE, que ça peut être le salarié ou ça peut être la Croix-Rouge, j'en sais rien, enfin bref, et puis bien sûr par le grand public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Et nous avons, pour notre troisième phase, puisque nous, on ne touche pas à la quatrième phase qui est la crypto, et pour notre troisième phase qui est les tokens non fongibles, ben nous avons aujourd'hui, c'est assez ouvert, c'est opérationnel. Nous, on veut se battre pour l'économie locale. L'économie locale, pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut que les citoyens que nous sommes, au lieu d'aller investir sur des grosses boîtes, les 100 ou les 1000 ou des 2000 euros qu'ils ont, je pense qu'il est préférable qu'ils investissent dans l'économie locale pour que les entreprises soient ancrées dans le territoire. Ben, nous avons créé une place de marché qui s'appelle Stock Market STO, qui a pour objectif de lever des fonds pour les entreprises qui sont, je dirais, proches de nos activités, de façon à ce qu'on puisse accompagner la croissance de ces entreprises. Donc là, on est vraiment dans la catégorie, la phase numéro 3 que j'ai exprimée tout à l'heure. On a des tokens non fongibles. Ce sont des actions d'entreprise. On n'est pas dans les images, on n'est pas dans la promesse d'un token utility. On est dans les tokens equity. Ok, donc c'est un peu une manière d'investir, comme tu l'as dit, dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, c'est tout à fait ça. De manière assez facile finalement. Voilà. Et donc ça te donne un titre, comme tu aurais une action sur ton compte, sur ton broker. Tu as donc un NFT, et idem, ce NFT te donne des droits particuliers. Comme tout actionnaire, il y a l'avantage pour l'entreprise, c'est de pouvoir lever des fonds sans forcément. Alors une des complications qu'on a pour les AG de petites entreprises, c'est que si tu as, je sais pas moi, 100 personnes qui vont investir, mettons 1000 euros, on serait ravis. Mais le problème, c'est que pour gérer 100 personnes dans l'Assemblée générale avec les textes de loi que nous avons aujourd'hui, oui, c'est faisable, mais c'est archi compliqué. C'est infaisable pour une entreprise de taille humaine. Et puis en plus, il y a un autre problème, c'est que le gérant majoritaire qui a créé, qui a quand même ne veut pas tout de suite perdre sa majorité. Il veut bien grossir un petit peu, mais tout doucement. Donc dans ce cas-là, ce que nous avons proposé, c'est le gérant qui le décide. Hein, c'est le smart contract qui gère le NFT, parce qu'un smart contract gère les règles juridiques d'un NFT, et non seulement juridiques, mais opérationnelles d'un NFT. Eh bien, pour le moment, on a décidé que les tokens que mettront ces entreprises seront des bons de participation. Ça veut dire en clair
qu'ils ont les mêmes fonctionnalités, partage de dividendes, de gouvernance, etc., sauf qu'ils n'auront pas le droit de vote. Parce que les gens qui investissent dans ce schéma-là sont très nombreux, ils investissent 100, 200, 300, 400 euros. Donc c'est à la fois fantastique et passionnant, mais ça leur donne pas le droit de prendre des décisions dans l'entreprise. Donc c'est un juste équilibre et puis ça permet aussi d'être beaucoup plus souple, puisque pour celui qui a investi 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros, enfin bref, même 10 000, pourquoi pas, c'est pas le problème. C'est pas du crowdfunding. On est dans une bourse. C'est-à-dire que la plateforme Stock Market STO est une place de bourse. Si demain matin, tu as investi 500 euros, et bien au bout de 6 mois, l'entreprise prend un petit peu je dirais, d'envergure, et tu as besoin de liquidité, ben, tu peux trouver un partenaire, d'ailleurs toi qui es en ce moment à l'autre bout de la planète, tu peux trouver un partenaire là-bas en disant, écoute, j'ai besoin de liquidité, je vais te vendre mes tokens tout de suite. Et il n'y a pas besoin de faire une assemblée générale, de demander la permission au gérant, etc. Tu vends ton token. Donc, on assure la liquidité de ce qu'on appelle les tokens. Tout à fait. Ok, très clair. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté aussi, investir dans des entreprises locales, peut-être dans sa région ou des choses qui vont nous parler en tant que consommateur. Je ferai le parallèle, toi qui as travaillé dans le solaire, avec, tu sais, quand on a un petit peu d'argent à placer, on peut financer des projets de fermes solaires. Et souvent, Tout à fait. alors souvent même, tu es éligible seulement aux projets qui sont dans la région dans laquelle tu es domicilié. C'est vrai. Et il y a un côté un peu sympathique à se dire, tiens, je vais financer du solaire, et puis c'est pas loin de chez moi. Et je fais un peu le parallèle, voilà, avec les entreprises. Mais ok, super, un cas d'usage vraiment passionnant aussi. Je veux bien qu'on revienne sur ce que tu as mentionné juste avant, le social smart contract. Oui. Donc, en gros, le but c'est de tracer dans la blockchain les actions ou les engagements RSE des entreprises. Donc un besoin de transparence. Je sais pas si tu peux d'ailleurs mentionner l'entreprise qui vous a mandaté là-dessus, ou si c'est encore confidentiel. Alors ça y est, on est en négociation. Donc on a notre premier cas d'école, puisque en réalité moi j'ai pas toutes les idées de la planète. C'est à force de travailler avec les entreprises que les idées surgissent. C'est un travail communautaire. J'ai des pistes de réflexion, mais à un moment donné, non, là je te redonne rendez-vous pour pour une démarche de présentation. On travaille en ce moment même, dessus, et il veut être le premier à inaugurer, et il veut même être lui. Son ambition, c'est de faire une marque blanche. Après, tout ça, c'est de la stratégie, donc c'est un peu difficile d'évoquer. Mais on l'annonce officiellement, ça sera ouvert en mars 23. Donc, on est en train de travailler dessus, puisque, comme d'habitude, je dirais une application qui va tourner sur la blockchain Cash Secure, c'est quand même une application informatique, un cahier des charges, les fonctionnalités, on n'a rien inventé de ce côté-là, ça reste quand même du code à taper à un moment donné. Même si on appelle ça des smart contracts, on fait pas ça. Tu sais, il y a une chose que les gens n'ont pas très bien saisi, à mon avis encore, c'est qu'on parle de NFT, parce que, et c'est très bien, mais quand tu achètes une image, le problème c'est que quand ils achètent une image ou un sous-jacent, ils regardent pas les textes juridiques qui vont avec. En clair, tu achètes une image, très bien, tu es propriétaire, mais qu'est-ce que tu peux en faire juridiquement? Est-ce que tu as le droit de l'imprimer, de le mettre, de faire de la publicité avec, de l'imprimer sur des goodies? Donc, il faut absolument que les gens comprennent que quand on achète un NFT, il faut regarder son sous-jacent, c'est-à-dire qu'en clair, quelles sont les règles juridiques qui vont gérer cet NFT. C'est exactement, je fais souvent le parallèle avec un livre. Tu achètes un livre, tu as le droit de le lire, mais ça s'arrête là. T'as pas le droit de prendre des phrases et les images qui sont dedans pour en faire sur un t-shirt. Donc, il y a bien une chose que même le corps des avocats n'ont pas très bien saisi, c'est que pour faire un smart contract, il faut vérifier en amont si juridiquement c'est valable. Parce que, je te prends un exemple très simple. Je te fais un smart contract où c'est un emprunt. Voilà, tu me prêtes 10 euros. Non, je te prête 10 euros et et je te dis, si tu me le rembourses dans 3 mois, c'est 1%. Si tu me le rembourses dans 3 ans, c'est 30%. Voilà. On fait un smart contract et on signe un contrat. D'accord? Au bout de 3 ans, tu m'as rien remboursé, et je te dis, maintenant, tu vas payer 30%. Mais toi, tu vas prendre un avocat et tu vas dire, juridiquement, en France, taux usurier dépasse les 30%, t'as pas le droit, donc tu me payeras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras profité de mon non-savoir d'avoir fait une absurdité, 30% de taux d'usurier, et tu auras un avocat qui dira, non, il faut pas faire, on n'a pas le droit de faire ça, donc le contrat est non valable. Donc du coup, il faut savoir que derrière un token,
surtout s'il a un sous-jacent, qui serait un morceau d'immeuble, qui serait peut-être un timbre-poste, j'en sais rien, ou alors tout simplement une action, eh bien, il y a un contrat juridique quand même. Il faut quand même le comprendre. On n'est pas dans la science-fiction. On est dans un monde réel. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé, au niveau stratégie, de rester dans une démarche qui est quand même proche de la vérité, surtout pour les entreprises qui aujourd'hui, ils sont très très loin de la crypto, etc. Déjà, ils sont très loin de la blockchain en général. Alors, en plus, la crypto, c'est encore plus loin. Tout a une qualité, tout peut servir, mais par étapes. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, ma démarche que je partage ici aujourd'hui dira, effectivement, il est temps maintenant d'aller sur la crypto parce qu'il y aura d'autres valeurs ajoutées. Ouais. Mhm. Oui, c'est clair. On peut pas contourner les règles entre guillemets du monde réel. Ce serait un petit peu trop facile. Voilà. Et du coup, dans le cadre du social smart contract, il y a des problématiques de ce type-là qui s'appliquent. Où là, on est uniquement sur le cas d'usage. Donc, c'était le premier cas d'usage, je crois, de traçabilité. Tout à fait. Alors, on travaille sur un cas d'usage qui s'appelle Ecoco. Et ce cas d'usage a été commandé par la région Grand Est pour nous, donc sur notre outil Frameworks Pro, mais qui a été commandé par la région Grand Est et qui doit voir le jour maintenant en décembre 23, puisque on est en train de travailler dessus, c'est bien avancé. Le but était assez simple. On pourrait le passer comme une application potentiellement RSE, mais c'était pas ça la philosophie au départ. La philosophie au départ, c'était comment convaincre le citoyen de faire des économies de CO2. Alors, c'est de la science-fiction quand on dit ça comme ça. Mais une des pistes était de dire aux citoyens que grâce à une application, s'ils acceptaient d'aller acheter le pain en vélo au lieu de le prendre leur voiture, ou voire même pour certains qui sont pas trop loin de leur travail, d'aller en vélo plutôt que de prendre la voiture, dans ce cas-là, ils économisaient du CO2 à la planète, puisque quand tu pars en vélo, tu économises du CO2 par rapport à une voiture. L'ADEME a des statistiques qui nous ont données. L'ADEME, c'est un organisme qui gère tout ce qui est économie dans la partie green. Énergie, merci, ouais, c'est tout à fait ça. Et ils sont capables de dire que pour tel modèle de voiture, on économise tant de CO2. Voilà, donc ça, pour fabriquer le smart contract, on n'a aucun problème. On a fait bien sûr une application sur smartphone qui permet aux gens de se suivre. Donc toi, en tant que citoyen, tu vas dire, par exemple, j'ai telle voiture, voilà le modèle, etc. Et après, tu vas plutôt prendre le vélo ou tes jambes. Voilà. Et ça fait les calculs automatiquement. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a des standards de modèles, hein. Il y a des standards de modèles puisqu'on peut pas travailler par marque, mais c'est par type de puissance, diesel, machin, etc. Donc ça, c'est faisable. Il y a aucun problème. Grâce à ça, on fait le calcul du CO2 gagné globalement par tous les gens. Enfin, on le fait, ça fonctionne, mais quand on aura 1 million de personnes qui l'utilisent, ça sera mieux. On fait le calcul global du CO2 gagné et on peut aller vendre ce CO2, qui est un CO2 volontaire, hein, contrairement au CO2 industriel, à une entreprise ou peut-être à d'autres types de bourses de place de CO2, de façon à récolter un petit peu d'argent. Alors en général, la philosophie, c'est pour partager, non pas, c'est pas le but de récompenser forcément celui qui a fait l'effort d'aller du vélo. Par contre, l'argent récolté, on aimerait que ça aille sur des œuvres de solidarité. Que ça n'aille pas. C'est pas parce que toi, tu vas faire du vélo que tu vas toucher 2 ou 3 euros par mois, parce que c'est des sommes ridicules, hein. Enfin, je respecte, mais je veux dire, c'est pas des grosses sommes. Donc, non, il vaut mieux prendre, si on arrive à récolter, je sais pas, moi, 10 000, 20 000 euros, que tous les personnages qui ont participé à cet effort, quand on leur a vendu le C2, le délègue à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur, enfin, on décidera, c'est pas le problème. Donc, ouais, cette application est dans cette philosophie-là. Toujours pareil. Moi, j'ai passé le stade de l'industrialisation et du retour investissement optionnel. Pour le moment, je travaille pour l'économie locale, je travaille pour l'amélioration, je dirais, de la compréhension du CO2 et j'utilise bien sûr la technologie que je maîtrise le mieux, la blockchain, quoi. Donc là, c'est une région avec qui vous travaillez. Il y a une application mobile, je crois, qui est déjà disponible sur. Tout à fait. Ça s'appelle Ecoco, E-K-O-C-O, Ecoco. Ok. N'importe qui, du coup, peut la télécharger, même si. Oui, aujourd'hui sur Android, parce que comme on est en phase de déploiement, on l'a pas fait sur Apple. On travaille parce que Apple c'est déjà tout de suite payant, donc on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc sur Android, ça tourne. D'accord.
Et donc effectivement, bon, forcément, ça fait penser à tous ces applications dans l'univers crypto qui sont lancées récemment de Move to Earn. Ouais, tout à fait. Donc type le fameux Stephen, hein, qui a connu une Mhm. grosse hype et puis qui s'est effondré. Donc le principe est plutôt sympathique, hein. Le principe là, c'est plus alors c'est comme dans on va dire dans le web classique, dans le web 2.0, il y avait Tout à je fait. crois Sport Heroes ou d'autres applications comme ça qui te faisaient enfin que tu pouvais mettre sur ton téléphone ou sur une montre connectée pour Tout à fait. traquer tes pas, que tu marches ou que tu cours. Et là, ça te faisait gagner je crois des cadeaux ou des choses comme C'est ça ça. dans le C'est ça. sport. J'ai une... Là, avec Stephen, bah, tu gagnes le token qui Mhm. potentiellement, à une époque en tout cas, pouvait te rapporter un peu d'argent de manière significative. Maintenant, ça s'est effondré, donc c'est pas grand-chose. Euh, et là, si je comprends bien, bon, l'idée, encore une fois, on est dans la défense de l'environnement et on essaye d'inciter les gens à utiliser plus de mobilité douce. Donc le but, c'est Mhm. pas forcément de gagner de l'argent et comme tu l'as dit, Voilà. on va pas aller Voilà. loin. Euh, mais voilà, ça peut, comme tu l'as dit, c'est peut-être plus valorisant d'aller utiliser cet argent pour des causes importantes et puis comme ça, tout le monde est content. L'action que je me pose, c'est, alors je sais pas si c'est peut-être pas toi qui travaille directement sur ces sujets-là, mais moi qui connais pas mal l'univers des crédits carbone, donc les crédits carbone, ce sont donc un crédit correspond à 1 tonne de CO2 absorbé de l'atmosphère ou évité, qui en fait on a le droit de dire qu'on émet un crédit carbone en respectant un certain nombre de règles et de protocoles. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de là, on est censé pouvoir effectivement le vendre sur ce qu'on appelle le marché carbone volontaire, parce qu'il y a un marché C'est carbone ça. régulé pour les grosses industries. Et là, dans le marché carbone volontaire, peut-être pour ceux qui nous écoutent, bon, soit les entreprises l'achètent, soit les Mhm. particuliers. Alors, pour les particuliers, je crois qu'en termes de marketing, on parle pas de crédit carbone parce que ça viendrait un peu embrouiller les gens, mais on parle plutôt de tant de kilogrammes de CO2 compensés ou de tant d'arbres plantés. Par exemple, quand on prend l'avion, les compagnies maintenant quasiment systématiquement nous proposent de compenser le vol. Donc là, on Tout à créerait fait. avec ces efforts de ne pas prendre la voiture, typiquement, on pourrait créer à force un crédit carbone, peut-être une fraction de crédit carbone. Euh, et je sais pas si vous en êtes à ce stade-là, mais comment vous comptez labelliser ces crédits pour qu'ils soient Alors, c'est voilà. tout à fait une des questions qu'on se pose aujourd'hui, puisqu'on est encore en 2023 pour y réfléchir. On a pris contact avec des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et en réalité, c'est la région qui va prendre le flambeau, parce que nous, on est framework, on n'est pas juriste. Ouais, bien sûr. Moi, je sais, oui, je sais calculer exactement combien de CO2 on va gagner, et ça, je peux le certifier sur la blockchain. Mais derrière, il faut que quelqu'un vérifie quand même le code du smart contract pour qu'il n'y ait pas de trucage, déjà pour commencer. Ça, à la limite, je suis assez honnête pour le vérifier, mais ça n'empêche qu'à un moment, il faut aller le vendre, ce CO2. Ce CO2 volontaire, il va pas se faire tout seul. Donc là, on fait appel à d'autres acteurs, qui seront d'ailleurs au passage des bénévoles, parce que dans ce cas-là, aussi bien la société Sporo que la région, que tous les gens qui participent, toucheront pas un centime. On Mhm. n'est pas dans un schéma retour sur investissement. Autant Mhm. moi je suis un businessman, il faut bien nourrir, il faut bien qu'à la fin du mois on fasse des payes. Mais là, ce projet-là, il est spécifique. On aime ou on n'aime pas, mais tout le monde travaille bénévolement. Donc on est en train de travailler avec des personnes qui prendront le flambeau du côté juridique et pour la côté vente. Ouais. Ouais, bien sûr, il faut différentes expertises dans ce projet, j'imagine, Exactement, exactement. Et j'ai pas parce que toutes les expertises. Et puis je j'ai pas l'intention de devenir. Enfin voilà, chacun son métier. Maintenant on a assez de boulot comme ça va aller. ça marche. Non, non, mais c'est clair, c'est un projet pour le bien de la planète et pas du tout héroïste. C'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur, enfin, je sais pas si si on avait fait le tour ou pas, mais j'avais encore des questions en tête sur le social smart contract, même si tu nous as Oui, dit que bien sûr. faudra peut-être qu'on refasse un deuxième épisode le jour où ce sera Si, vraiment tout sorti. à fait, avec Euh, plaisir. mais peut-être rapidement pour un peu mieux comprendre la structure. On en a parlé en préparation de l'épisode, donc il me semble avoir compris les grandes lignes. Mais donc là, alors peut-être que je te dis ce que j'ai compris et puis tu me Oui, 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 confirmes. tout à fait, avec plaisir.
Donc là, en fait, on a des entreprises, ou bon, une entreprise pour le moment qui se dit, dans le cadre d'actions RSE, je fais des Oui, engagements de donation à certaines causes. tout à Si fait, j'ai bien compris, là, on va travailler pour le moment sur les donations. tout à fait. Et donc l'idée, c'est d'apporter une transparence totale sur le fait que ces engagements ont été tenus ou pas. Ouais, Donc, premièrement, tu vas avoir quand même une vérification humaine qui va dire OK, bah, telle action ou tel don a été effectué. Ensuite, tout oui, ça c'est mis sur la blockchain, en l'occurrence sur CashSecure. oui, tout à fait, parce Euh, que celle-là ou une autre, mais ce sera la nôtre si c'est nous qui faisons un social smart contract, bien sûr. ouais. Et puis, pour finir, vous allez mettre en ligne un accès qui permettra, on va dire, à des profanes de Ouais. visualiser ces informations un peu comme un registre, parce que mais l'information sera toujours disponible sur la blockchain pour, par exemple, un développeur qui Ouais. fait Alors, ça. il y a un partenaire qu'il faut quand même rajouter. Il y a l'entreprise. Alors, l'entreprise sur laquelle on parle veut donner une partie de son bénéfice. On est vraiment assez avancé quand même, hein. Donc, c'est assez rare déjà pour commencer, pour le souligner. J'espère que tout ça, ça va aboutir. Bon. Mhm. Donc, le smart contract va faire en sorte que chaque année, quand il fera X bénéfices, il y aura un pourcentage qui sera versé. Il y a un partenaire qu'il faut rajouter parce que sinon, ça tient pas la route. C'est que la structure Croix-Rouge ou Resto du Cœur qui va recevoir va aussi enregistrer le fait qu'il a reçu dans la blockchain. Il faut que les deux partenaires qui sont à gauche et à droite, comme on dit, confirment qu'effectivement, ils ont bien reçu les 1 000 euros ou les 1 million d'euros par rapport à Mhm. cette œuvre caritative. Et nous, public, qui sommes des acheteurs de cette entreprise, nous allons être fiers d'aller acheter le produit de cette entreprise parce qu'on sait qu'une partie de l'argent, quand on va acheter la boîte numéro 42, qui vaut, je sais pas, 10 euros, il y aura, si l'entreprise fait des bénéfices, mais nous allons participer à cette œuvre caritative indirectement. Donc, Mhm. tout le monde est gagnant. Mais tout le monde peut vérifier, aussi bien le client qui achète la boîte à 10 euros que celui qui a versé l'argent à l'entreprise et celui qui a reçu. Tout ça, c'est géré. C'est ça le smart contract. Le smart contract social, c'est donner la possibilité aux différents acteurs qui vont participer à cette bataille de vérifier la véracité de l'information. Et bien sûr, l'entreprise qui va faire cette action va pas hésiter à faire de la publicité pour dire venez monsieur citoyen, achetez mon produit parce que vous pouvez vérifier que sur la blockchain, nous sommes présents et nous racontons pas d'histoire. Oui, Ouais, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et donc les deux entités, l'entreprise et admettons la Croix-Rouge, vont avoir un portefeuille en fait sur cette blockchain. Oui, si on peut appeler comme ça. En réalité, dans une blockchain privée, tu peux avoir un portefeuille où tu peux travailler avec des mots qu'on appelle des clés uniques, des Mhm. signatures uniques. Ouais. On pourrait techniquement, mais la notion de portefeuille fait penser à wallet et la notion de wallet fait penser à crypto-monnaie. Moi, ça me gêne un tout petit peu parce qu'en Mhm. réalité, quand la Croix-Rouge va recevoir un peu d'argent, il n'a pas besoin d'avoir une wallet. On va les mettre en banque et puis on n'en parle plus. Ouais. Il faut pas compliquer les choses. Alors, je pense qu'à Mhm. court terme, il faut pas compliquer les choses. Et peut-être que dans mon discours, dans 2 ou 3 ans, se verra en mutation. Parce que un besoin va apparaître comme quoi les différents partenaires auront peut-être besoin de wallet pour des raisons de flux, de simplicité. Mais à l'heure où nous parlons, si je commence à mettre des étages de complications en disant monsieur, il va falloir monsieur, je parle à l'entreprise, je parle peut-être à la Croix-Rouge, et en leur expliquant qu'il va falloir une wallet, une clé privée, une clé publique, la sécurité, un code à 12 chiffres, enfin à 22 chiffres. Nous, nous connaissons tous la sécurité de Nano Ledger, enfin des hard wallets, comme on dit. Mhm. Je, ma perception, à l'heure où nous partageons ce message, il faut pas compliquer les choses. Il faut les faire le plus simple possible. Comme si, à la limite, on était sur un site web. Et la seule Mhm. chose qu'il faut bien partager, c'est que le registre qui gère à tracer toutes ces informations, elle est partagée par l'ensemble des nodes de la blockchain. C'est ce qui fait d'ailleurs le tiers de confiance. Ouais, totalement. Non, mais je te rejoins tout à fait. Par exemple, dans ce cas d'usage, ça ferait, il me semble, pas sens, effectivement, de commencer à avoir concrètement de l'argent ou des tokens qui circulent sur la Voilà, blockchain. Là, voilà. il s'agit simplement d'un don, d'un compte bancaire Tout à à un autre. fait, tout à Et la fait. blockchain sert juste à montrer patte blanche et montrer que vraiment, de manière inviolable, il y a telle transaction qui a été faite. Et comme tu l'as dit, je suis tout à fait aligné avec toi. Je pense que si
on commence à complexifier les choses ou voilà, en fait, on n'aboutit pas au meilleur résultat. Pour que il me semble que pour que la Tout à fait. blockchain donne des cas d'usage utiles et pas un petit peu stratosphérique, il faut rester simple Tout justement. à fait. On est bien Donc, d'accord. donc totalement. Mais alors, j'ai quand même juste une question là-dessus, en me faisant un petit peu l'avocat du diable. euh, la la personne qui va donner le go par rapport à l'information, telle donation a été effectuée, ça reste quand même Ouais. bien un humain Tout à qui est fait. corruptible. Hein. On peut Tout tout à à fait. fait, Tout à je suis fait. assez Tout à loin en fait. disant ça, mais on peut imaginer Bien sûr, quelqu'un bien sûr, bien d'honnête. sûr, bien sûr. Faut imaginer. Comment, voilà, comment tu vois les choses par rapport à ça et comment faire que finalement le système soit Ben, la réponse, on l'a évoquée il y a quelques instants. Supposons que moi, pour des raisons X, l'entreprise Poro va faire du RSE, on va donner 1 000 € à la Croix-Rouge. Alors, je dis, voilà, c'est un exemple. Donc, soit on n'est pas obligé de me croire, déjà pour commencer, puisque je raconte des histoires pour me rendre fier. Mais la Croix-Rouge va écrire dans la blockchain aussi qu'elle a reçu 1 000 €. Donc, il faudrait que la personne qui émette et la personne qui reçoit soient tous les deux de mauvaise foi ou des truands. Déjà, bon. ouais. Alors je vois mal une association caritative commencer à dire qu'elle a reçu un don alors qu'elle l'avait jamais reçu. C'est possible, hein, tout peut arriver. Et oui, dans ce cas-là, tu as raison. Les deux partenaires qui enregistrent l'information sur la blockchain pour que le citoyen lambda qui va acheter la boîte de biscuits puisse le voir, il faudrait qu'ils soient tous les deux des méchants ou des truands pour appeler ça. On peut pas appeler ça autrement. Donc la sécurité de l'information vient du fait que les deux partenaires valident de chaque côté. Et les deux n'ont pas intérêt à valider. Je vois pas comment la Croix-Rouge ou le Resto du Cœur va dire j'ai reçu 10 000 € de telle entreprise alors qu'elle a jamais reçu. Enfin, peut-être on peut imaginer des choses comme ça. Je sais pas si j'arrive à répondre à ta question, mais ça me paraît surréaliste. Ouais. Non, non, mais je comprends. Après, c'est sûr que voilà, il y a rien, rien n'est infaillible. Oui, mais quel est Peut-être qu'il l'intérêt reste de dire au Resto du Cœur que, enfin, à moins que quelqu'un soit soudoyé pour faire la publicité, oui, oui, il y aura toujours des méchants et des gentils. Et il y aura toujours pas un bug, parce que là, on peut pas appeler ça un bug, mais dans tous les cas d'école. Tu sais, par exemple, dans l'exemple de Ecoco que je t'ai évoqué tout à l'heure, la première chose qu'on m'a dit, oui, mais si quelqu'un met un drone à la place de son vélo et il met le smartphone sur le drone, tu vois, tout de suite, évidemment, son drone, il peut le faire voyager très très vite et faire semblant de faire du vélo. Il y en a un qui m'a dit, oui, mais si je prends mon chien, je mets mon smartphone sur mon chien, je le fais courir, est-ce que je vais avoir de ces deux? Il y aura toujours une partie de la population non respectable, puant, voilà, on peut dire les choses comme elles sont, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire, voilà, qui essaieront de profiter du système. Mais ça, il faut essayer de mettre un peu d'intelligence artificielle, un petit peu de recherche, un petit peu d'analyse pour éviter ce genre de phénomène. Mais malheureusement, Ouais. Après, voilà, là, on en est qu'au début, et peut-être qu'il y aura des garde-fous, des systèmes supplémentaires qui seront imaginés pour rendre le truc encore plus sécure que ça ne l'est déjà, même si dans ce cas de figure, effectivement, ça paraîtrait surprenant. Pour reprendre l'exemple des cocos, je sais que dans des applications de Move to Earn, il y a des systèmes anti-triche qui étaient pas d'ailleurs voilà. qui étaient pas au départ dans la première version de l'application, mais les développeurs de telles entreprises ont travaillé dessus et maintenant ils savent identifier grâce aux capteurs qui sont dans ta montre ou dans ton téléphone que tel mouvement, ça veut dire que je sais pas exactement comment ils font, mais on imagine que Mhm. forcément le mouvement des capteurs est différent selon que tu cours avec une démarche d'un humain ou selon que tu es sur un vélo ou même sur un drone. Donc Tout à fait. c'est sûrement des systèmes supplémentaires et c'est pareil pour les échanges. Ce que font par exemple les banques aujourd'hui, c'est qu'ils ont aussi des algorithmes qui remontent des alertes, qui pingent des choses un petit peu bizarres. Et quand il y a des choses bizarres qui remontent, on demande à quelqu'un de vérifier. Et là, on pourrait demander à la communauté de vérifier. Tout à fait. Non mais il faut bien comprendre qu'on est au début de l'histoire. Hein. On est vraiment au début des smart contracts, on est au début des tokens. Tout ça, c'est quelque chose à affiner. Et quand tu regardes la tête des sites de e-commerce il y a 10 ans et la tête des sites de e-commerce aujourd'hui, tu te dis voilà, c'est pas comparable. Bien sûr. Ouais. C'est même pas pensable. Donc on voit bien que et puis il faut être raisonnable. L'intelligence artificielle. Alors après, on met plein de choses derrière ça, mais ça commence à venir quand même, l'air de rien. Hein. Alors, moi j'ai des collègues à la Technopole de Troyes dans l'Aube qui travaillent que sur ça.
Et on s'aperçoit que, par exemple, aujourd'hui, le jour où il m'a fait une démonstration, il a pris mon attaché-caisse, il a pris une photo, il a dit voilà, c'est la marque Dupont, tu l'as acheté à tel endroit. Bon, donc ça veut dire qu'en regardant une image, il a détecté, c'est tout juste, il m'a pas dit le prix et à quelle heure je l'avais acheté, quoi. C'est à la fois fantastique et effrayant, mais bon, ça c'est un autre sujet, hein, c'est un sujet éthique. Ouais, tout à fait. Euh, Ça- j'ai envie de saisir la perche que tu me tends sur les sujets éthiques. Oui, oui, Les oui. sujets éthiques, puisque bon, voilà, on est dans un podcast qui essaie de décortiquer des projets à impact. Et est-ce que tu as une opinion là-dessus, justement, toi, qui a lancé cette blockchain Cash Secure, Mhm. sur l'aspect éthique, dans le sens, est-ce que tu veux mettre en place, une fois que ce sera une DAO, des règles, des garde-fous pour que ça soit utilisé à bon escient, ou est-ce que tu considères que la technologie est neutre et que après, à partir de là, c'est pas vraiment ton rôle ou qu'il y a d'autres mécanismes Alors, si on parle en tant qu'être humain, président de responsable de cette cache sécure, la question se pose même pas. Ça sera, enfin, tant que je serai à la tête de ce projet, ça sera éthique. Point terminé. Là, il y a même pas l'ombre d'un doute. À moins que tous mes collaborateurs fassent des trucs derrière mon dos et que je comprenne rien. Bon, ça c'est autre chose. Mais non, non. Mais après, c'est vrai que la techno n'est jamais responsable. C'est toujours les êtres humains qui sont derrière, qui sont responsables. Tu as une voiture, t'es d'accord, tu la conduis comme un dingue, tu rentres chez quelqu'un et tu le tues. C'est pas la voiture qui est en cause, c'est ta conduite. Donc, c'est vrai que l'intégrité et la philosophie des personnes qui sont responsables d'un projet, c'est fondamental. Mais c'est pas dû à la blockchain, c'est fondamental dans tous les projets du monde. Après, un être humain, c'est quelqu'un qui est faible. Hein. Il peut être fantastique pendant 5 ans, puis ça lui monte à la tête. Il peut être moins fantastique pendant 3 ans. Il peut redevenir. Enfin voilà, un être humain, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, il faut plutôt, à mon avis, l'accompagner. Et c'est pour ça qu'une DO, je pense que ça fait partie de la philosophie de demain. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, alors en langage réel, c'est prendre la grosse tête, hein, pour faire simple, d'accord. Il faut quand même des garde-fous pour que malgré la gentillesse ou l'intelligence de cette personne, que la grosse tête ne l'atteigne pas et qu'il commence pas à faire des trucs qui sont pas du tout raisonnables. Parce que quand on est dans un système centralisé où le pouvoir est dans la main d'une personne ou de 2 ou 3 personnes, parfois l'être humain est faible, donc ça lui monte, oui, ça lui monte à la tête. Il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. On a du mal à comprendre. Ça se trouve, il a peut-être raison, il est peut-être très intelligent. On voit bien les acteurs. Enfin, on va pas parler de tout ce qui est en train de se passer avec certains profils en ce moment. Je veux pas citer de nom, mais parfois on se demande ce qu'ils racontent, quoi. Alors peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais vu de l'extérieur, pour le moment, ils n'ont pas forcément raison. Est-ce qu'ils n'ont pas pris quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau de sommet, tu fais des choses qui sont pas raisonnables. Ouais. Donc c'est pas la machine, enfin c'est pas le produit ou la blockchain ou la voiture qui est responsable, hein, c'est quand même les êtres humains à l'arrivée. Mhm. Et donc, c'est ça, toi, tu veux aller dans la direction de la DAO. C'est d'ailleurs dans Ah ta feuille de complètement. route. Ah, oui. On approche de la fin de l'épisode, mais est-ce que si je te demande comment tu vois la blockchain Cash Secure dans 10 ans, est-ce que tu as une vision très claire pour ça, ou est-ce que justement tu vas faire la DAO et après ça évoluera comme ça évolue? Alors, à la vitesse où ça évolue depuis 3 ou 4 ans, avoir une vision très claire aujourd'hui de ce qui va se passer dans 5 ans, ça serait de la folie de dire ça. D'accord? Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une gouvernance partagée. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on se rend compte que quand tu as 100 actionnaires, 200 actionnaires, 200 nodes, parce que tous les nodes seront actionnaires, sinon on n'est pas node. Ça veut dire les gens qui veulent devenir DAO pour dire je suis DAO et bien qui veulent même pas mettre 100 euros ou 1000 euros. Bon, là où j'ai une philosophie très claire, hein, c'est bien la bonne volonté, mais à un moment il faut la manifester. Donc, en partant du principe que nous serons 200 et que nous aurons chacun notre node pour des sujets différents d'ailleurs, pour des applications différentes, il faut que chacun d'entre nous participe à la bataille et des droits des décisions de façon à pouvoir accompagner ce mouvement. Donc voilà la philosophie qu'on veut mettre en place. Et indépendamment de ça, comme on est quand même, alors l'ADN de Sporo, c'est l'innovation. Et moi, je veux absolument innover en transformant la société Sporo et indirectement sur la blockchain Cash Secure en DAO pour voir si c'est faisable aussi. Parce que tout le monde parle de DAO, mais aujourd'hui,
les DAO, je sais pas si ça existe vraiment d'ailleurs. D'ailleurs, la définition est pas si simple que ça. Il faudrait peut-être faire presque une heure là-dessus. Mais moi, je suis pas très philosophe. Je suis plutôt opérationnel. Je veux que les gens participent à la gouvernance, qu'ils aient des droits de vote avec leur token et qu'ils décident. Et qu'ils décident à un moment donné. Alors, je suis aussi très très lucide. C'est pas parce qu'on sera 200 qu'il y aura 200 personnes qui vont partager tous les matins un droit de vote. Nous, on se réunit tous les mois, la communauté. On fait des réunions et on décide. On décide qu'on va avertir l'application, on n'y va pas, on y va. Donc, mais on voit bien que sur les 200 personnes qui sont, je dirais, capables de donner leur avis, il y a toujours un noyau dur qui est super impliqué. Et puis les autres, ils disent, ils suivent. Comme dans toute association. On voit bien que dans une association où on est 50 personnes, il y a toujours, entre guillemets, le bureau, où il y a 10 personnes qui s'impliquent à fond, et puis les autres, ils sont sympas, ils suivent de temps en temps, ils font des actions. Tu peux pas avoir une DAO où qu'il va y avoir 1000 personnes, et ils vont tous prendre une décision. On n'est pas... Voilà, même quand on vote pour la nation, tout le monde va pas voter, quoi. Donc, il faut faire la part des choses. Ok, bah écoute, c'est une perspective passionnante en tout cas. Je te donne rendez-vous dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois pour voir comment ça évolue. C'est bien noté. On refera un épisode et ça va tellement vite sur tous tes projets qu'on aura sûrement plein de choses à se raconter. J'espère bien. Quelques questions pour terminer. Est-ce que tu as des ressources particulières à recommander pour en apprendre plus sur la blockchain ou se tenir au courant des dernières évolutions? Alors, la difficulté de cette approche, c'est que les gens doivent avoir du temps pour faire de la veille. Parce que comme ça évolue et qu'il y a beaucoup de sites d'information qui sont aujourd'hui, je dirais, en activité, donc malheureusement d'ailleurs, comme ils seront pas tous rentables, il y a une partie derrière, il y a des êtres humains qui doivent quand même se nourrir, donc il faut vendre soit de la publicité, soit le nombre de hits ou de contacts, enfin je sais pas. Aujourd'hui, je pense que la meilleure solution pour rester en veille, c'est de suivre les actualités de différentes associations, la Fédération française des professionnels de blockchain, de suivre ce qu'on appelle peut-être des sites qui commencent à avoir une certaine réputation. Je pense à Toast, enfin, je les appelle Toast, mais c'est Cryptost. Peut-être Adan, qui est plutôt orienté juridique. Tous ces gens-là, je les connais puisque on faisait tous partie d'une association qui s'appelait Chaintech. Alexandre, qui est maintenant parti sur KPMG, qui a été racheté par KPMG, sont des passionnés aussi. Donc, il y a quelques profils qu'on pourrait suivre. Je parle des profils français, hein, d'accord. Bon, mais la difficulté, elle n'est pas de suivre les gens. La difficulté, c'est d'avoir le temps de lire et de comprendre et de partager, de répondre. Et là, il faut beaucoup de temps. Et le temps, c'est quelque chose de très précieux qu'on peut pas rattraper. Donc, la meilleure solution, c'est pas de se disperser, c'est de prendre 3 ou 4 associations ou consortiums, etc. Et puis d'y rester, parce que à force, tu perds ton temps avec les mêmes informations qui sont redondantes en permanence. Par exemple, comme moi, je suis abonné bien sûr aux alertes blockchain de Google, c'est évident. Tous les matins, je dois lire ça, sinon je suis pas au courant. Donc voilà, on peut pas faire 36 000 choses. Donc la meilleure solution, c'est de choisir 4 ou 5 sites qui ont maintenant quand même une petite réputation et de prendre le temps de le faire. Ouais, bien sûr, face à l'infobésité. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, au passage, j'en profite. Moi, je publie une fois par semaine sur LinkedIn des choses très très simples avec des schémas très simples pour que tout le monde puisse partager. Alors, on vient de dépasser largement les 1000 maintenant. Ça y est, ça fait 7 ans que je suis sur la chaîne. Et voilà, les gens savent que je publie une fois par semaine et que c'est très simple et que c'est le plus pédagogique possible par rapport à cette philosophie. Ok. Alors justement, si on veut te contacter personnellement, quel est le meilleur moyen? Aucun problème. Mon adresse email est connue de tout le monde. Hein, c'est b.faragi@sporo.eu. Donc j'ai aucun problème là-dessus. Ou sur LinkedIn, bien sûr. Et puis sur les différents sites que nous avons. Non, moi je suis très ouvert. Moi j'adore. Moi j'aime bien parler de la blockchain. Je suis un passionné, donc j'ai pas de problème par rapport aux questions qu'on me pose, quoi. Super. Et ben voilà. Et peut-être pour finir, par rapport aux différents projets qu'on a pu évoquer dans notre échange, et surtout ceux qui sont publics, je pense au Stock Exchange. Oui, tout à fait. STO, tout à fait. Voilà. Stock Market STO, tout à fait. Oui. C'est ça, c'est Stock Exchange. Oui.
Ok. Bah, si on veut soutenir le projet, comment on peut s'y prendre? Ah bah aujourd'hui, si des personnes souhaitent acheter les tokens de la société Sporo, c'est en cours, ça va se finir en février, puisque ça dure depuis octobre. Là, en ce moment, on est en train de rentrer les tokens. Ça serait avec plaisir qu'ils deviennent actionnaires de la société Sporo. J'y pensais même pas en parler dans la présentation, parce que c'est pas le but ici. Mais je serais très fier, et ils feront partie de la DAO, donc ils vivront de l'intérieur ce que nous sommes en train d'expliquer de l'extérieur. Ah mais non, avec plaisir, hein, c'est pas, la question se Ok. pose même pas. Pour ça, on va sur Sporo. Ou sur sporo.eu ou tu vas directement sur stock market smsto.site. Ok. smsto.site. Et là, Alors, on tu peux mettra acheter tous les les actions de la liens société. dans la description de l'épisode. Comme ça, s'il y Bah a des gens écoute, qui veulent avec voir. plaisir. Ouais, alors moi je pensais pas du tout à ça, mais ça sera avec plaisir. Et bah, ouais. Tout à fait. Je vous recommande. Allez jeter un œil. Et puis, ouais, comme je disais, on mettra les ressources qu'on a mentionnées dans la description. Comme ça, on pourra retrouver tout ça facilement. Bah écoute, voilà, c'était hyper Merci, intéressant. Merci beaucoup, merci. Benjamin. Et puis, comme tu l'as dit, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques mois, dans un an, pour faire un nouvel épisode. Tout Qui à sait. fait, exactement. Je te remercie Antoine. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi. Bonne journée. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau, mon nom de famille s'écrit Thoreau. À la prochaine!